Nous vous proposons de passer à la prochaine table ronde qui est tournée plus autour de la Martinique. On accueille Monsieur Germain Duton, Alain Germain Duton, maire du Prêcheur. Antoine Petitjean, architecte de l'atelier Philippe Madec. Et Jean-François Caclin, président du Conseil régional de l'Ordre des architectes, pour vous parler ensemble du thème « Renouveler l'habitat des territoires face aux défis du changement climatique ». Jean-François, je te passe la parole. Alors, lequel des micros fonctionne? Celui-là? Toc, toc. Très bien. Merci à tous. Merci de votre présence. Merci, Monsieur le maire. Merci, Antoine, de nous accompagner pour présenter le projet de refondation du Prêcheur. Alors, c'est un projet qui nous importe beaucoup à la Martinique, au Conseil de l'Ordre des architectes. Et on va l'expliciter pourquoi. Parce que, à mon sens, ce projet, c'est un témoignage de tout ce que l'architecture peut apporter dans les démarches de déploiement de la résilience pour nos territoires et dans les villes. Et vous verrez, au cours de la présentation du projet par Antoine Petitjean, l'analyse à toutes les échelles, à l'échelle de la commune, les quartiers, de la parcelle, comment, à toutes ces échelles, l'architecte peut intervenir sur apporter des réponses aux problématiques qu'on rencontre sur nos territoires. L'idée aussi, c'est de témoigner d'un exemple qui permette de sortir de l'imaginaire sur lequel les architectes font juste des bâtiments. C'est de voir l'architecture plus largement, comment penser la ville, le vivre ensemble, à travers un certain nombre de préoccupations qui sont sociales, démographiques, économiques, etc. Et qui plus est, vous verrez également l'adaptation au changement climatique, la prise en considération des risques naturels, etc. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, Monsieur le maire parle peut-être un petit peu de la genèse de toute cette démarche, de ce projet, et puis Antoine, dans la continuité, déclinera un petit peu le travail d'analyse, etc., et les réponses qui sont apportées aux différentes échelles. Ça vous convient? Ouais. Mesdames et messieurs, donc, comme il vient de vous dire, l'architecture, ça n'est pas seulement construire des bâtiments, mais c'est concevoir comment habiter un espace. Et pour vous dire la genèse effectivement de ce projet, c'est qu'on a constaté qu'il y avait vraiment un recul du trait de côte, surtout aux pêcheurs. Nous sommes impactés. Il y a une partie du pêcheur, il y a un quartier qui s'appelle Lance-Belleville. Ce quartier a perdu en 63 ans 149 mètres de plage. Il y a un autre quartier aux Abîmes qui a perdu 49 mètres de plage. Donc, la collectivité n'a pas attendu effectivement les bras croisés et elle a profité justement d'une démarche d'étudiants qui étaient venus parfaire leur parcours universitaire, le DSA, et on a conçu avec ces étudiants comment habiter le littoral. Et c'est de ce sens, effectivement, qu'on a, avec les architectes, avec des sociologues, avec des ethnologues, avec les élèves de l'école, on a conçu comment habiter justement le littoral. C'est-à-dire sortir les habitants du bord de mer pour les mettre en hauteur, en sécurité. Et la primauté des choses, c'est de mettre les élèves justement donc, en sécurité. Outre finalement les phénomènes climatiques que nous subissons, comme toutes les collectivités de la Martinique, mais en plus de cela, on a ce qu'on appelle le lahar. Le lahar, c'est des coulées de boue, effectivement, qui traînent des bombes de plusieurs tonnes. Et effectivement, ces élèves-là, à un moment donné, étaient traumatisés par ce phénomène.
Et donc, avec eux, justement, donc, avec les architectes, ils ont pu dessiner l'école, finalement, où ils allaient, effectivement, ils iront, effectivement, donc, quand cette école sera érigée sur le territoire. Donc, on va délaisser l'école qui est là en ce moment pour aller vers une école, mais une école refuge. C'est-à-dire qui va, comment dirais-je, accueillir les enfants de l'école primaire. Et plus que ça, en cas d'aléa climatique, cette école pourra effectivement donc, recevoir un public qui aura subi effectivement des aléas climatiques. Et c'est une école refuge qui pourra, comment dirais-je, accueillir à peu près 300 personnes. En plus de cette école refuge, on a justement donc, le désir de relocaliser effectivement donc, les gens qui sont sur le bord, de mer. Et donc, finalement, donc, c'est quelque chose qu'on va faire. Et parce qu'il s'agit de déplacer quand même 150, 150 familles. Donc, donc, pour cela, donc, on a en projet des prototypes. Des prototypes. Si je peux me permettre, peut-être qu'Antoine peut développer. D'accord, ok, d'accord, ok. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, ces gens-là sont relocalisés. Ce qu'on appelle le Kairi Palanchage, finalement. Donc, alors, c'est la refondation spatiale de la commune du Prêcheur. Donc, Antoine Petitjean, qui est le coordonnateur du projet, pourra entrer dans les détails avec vous. Voilà. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Jean-François. On a peu de temps et je suis très bavard et je parle très vite, alors ça va être très dense pour vous. Vous m'entendez bien ? Non, vous m'entendez mieux là ? Voilà, très bien. Je vais essayer de vous donner à comprendre en fait, l'ensemble de la méthode qu'on a mis en place depuis 2018 au Prêcheur. Vous l'avez bien introduit, c'est un processus qui est assez complexe de projet, qui va prendre encore beaucoup de temps et qui a l'avantage de regrouper la vision vraiment stratégique sur un grand territoire et des projets opérationnels de très court terme. Et là, toute la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à tenir cette ambition stratégique de moyen long terme et la capacité à intervenir rapidement sur ce territoire, parce que c'est un territoire qui en a besoin. Je vais passer un peu rapidement pour vous donner quelques éléments de contextualisation. Bon, évidemment, le risque aux prêcheurs et globalement dans l'arc antillais, c'est quelque chose qui fait partie notamment du savoir-vivre, du savoir-habiter ce territoire, mais aussi de sa configuration actuelle. Bien sûr, aux prêcheurs, avec les grandes éruptions du XXe siècle, c'est un bourg qui a déjà été reconstruit plusieurs fois. Donc on parle de refondation, mais on parle de nouvelle refondation du bourg, et on s'inscrit quand même dans une tradition historique et des savoir-faire. Des destructions qui ont été parfois massives, vous avez là des images des années 30, c'est-à-dire une disparition totale du bourg tel qu'il était auparavant. Et aujourd'hui, à ce risque majeur qui est le risque volcanique, vient s'ajouter tous les risques liés aux conséquences du changement climatique. Et on parle de changement climatique de manière extrêmement concrète aux prêcheurs. Monsieur le maire, vous avez rappelé le retrait du trait de colle qui est massif sur certains espaces de la commune. Mais il y a de nouveaux risques qui apparaissent ou qui se renforcent. Il y a des infrastructures cruciales pour le fonctionnement qui sont menacées à plutôt court moyen terme, comme la seule voie d'accès au bourg, par exemple, sans parler des logements qui sont directement sur le rivage. L'autre grand risque aux prêcheurs, c'est cette immense falaise qui charrie donc ces lares qui sont des coulées de boue d'origine volcanique extrêmement dense, extrêmement destructrice et qui menace une part importante de la population. Donc, le Prêcheur, 1470 habitants, est pris en étau entre la mer qui monte et le volcan qui s'écroule sur ses habitants, et le tout est quand même l'expression plus ou moins directe des conséquences du changement climatique. À cela s'ajoute une situation humaine qui va plutôt dans le sens de la décroissance démographique, du vieillissement de la population, d'une certaine précarisation. Mais en même temps, il y a des richesses qui sont des richesses incommensurables. Il y a une fertilité des sols absolument incroyable, des savoir-faire à la fois agricoles et de la pêche qui sont extrêmement présents, extrêmement vivants. On a aussi une nature absolument incroyable. Vous savez que l'arc antillais est un hotspot de biodiversité à l'échelle mondiale et le nord-ouest de la Martinique est un hotspot dans ce hotspot de biodiversité. Et tout ça fait en gros la richesse de ce territoire. Donc comment est-ce qu'on compose avec une société un peu fragilisée, vieillissante, en décroissance démographique, mais avec des richesses naturelles, agricoles, des savoir-faire et la beauté des paysages.
Bon voilà, ça se donne cette mosaïque de paysages avec une qualité biologique absolument incroyable, d'autant plus que le nord-ouest de la Martinique a été moins touché que les autres parties de l'île par les pollutions majeures du XXe siècle, comme le chlordécone. Bon, je conclue juste cet état des lieux très rapide pour vous dire aussi qu'il y a une culture d'habiter sur ce territoire qui est très particulière. Bien sûr, le prêcheur il a toujours été en lien avec la ville-centre, qui était la ville de Saint-Pierre, un peu plus au sud, ville également détruite par le tremblement de terre du début du XXe siècle. Mais c'est une ville qui a toujours été, enfin c'est un village, c'est un établissement humain qui a toujours été habité dans la profondeur de ce territoire. C'est ce que vous voyez sur ces images-là. C'est que bien sûr, il y avait la présence sur le littoral, mais il y a toujours eu une habitabilité dans les mornes, très en profondeur dans l'arrière-pays, on va dire, par rapport au littoral. Par contre, ça s'est simplifié, ça s'est réduit massivement avec le XXe siècle. Il y a une surconcentration des habitants sur le littoral et donc il y a une accentuation des risques potentiellement sur ce littoral. On a mis en place un plan guide qui a vocation à guider la transformation du territoire et à répondre à ces questions de changement climatique, en commençant par une évaluation sur l'exposition réelle au risque. Je vais aller très vite parce que c'est des calculs assez compliqués, mais en fait c'est quand même un peu plus de la moitié des habitants qui sont concernés par cette modification de l'habitabilité du territoire. Donc il faut déplacer la moitié globalement des habitants. Et on a des premières tranches opérationnelles qui concernent quand même une centaine de logements qui sont liés à l'évolution de la loi climat et résilience, notamment la définition des zones menaçant gravement la vie humaine, les célèbres ZMGVH. Voilà. Ce projet qu'on a mis en place aussi, c'est un projet hautement participatif et on a défendu d'emblée comme ça. C'est un projet qui s'est fait avec les habitants, avec une palette assez dense de plateformes de discussion citoyenne, parfois de co-conception du projet avec les habitants, avec les agriculteurs. Donc il y a un collège des agriculteurs qui est installé, qui fait le lien avec le projet alimentaire territorial, qui est en fait l'autre jambe de ce plan guide. Et on a une discussion comme ça, soutenue, toute génération, et sur tous les sujets de ce plan guide. Je voulais revenir parce qu'on disait effectivement que l'architecte ne sert pas qu'à dessiner des bâtiments, c'est aussi une question de ville, de quartier, d'usage, et c'est aussi une question de territoire. Et on a vraiment pris le temps de cartographier à l'échelle du territoire, et la ville du Prêcheur, c'est un grand territoire par la surface, l'ensemble des risques et les capacités de réorganisation de ce territoire par rapport à ces risques, en préservant sur ce document, ce qu'on voit très rapidement, la volonté de maintenir la multipolarité de ce bourg, parce que c'est comme ça que historiquement on a habité dans ce territoire, et c'est ce qu'on cherche à réinventer d'une certaine manière ou à actualiser au jour des nouvelles conditions d'habitabilité du territoire. Je vous donne ça aussi comme certains éléments de conception qui étaient assez cruciaux, qui ont tenu toute la durée en fait de la conception sur des axes qui sont transversaux et qui continuent à guider vraiment la conception à toutes les échelles. Sur la question du territoire vivant, c'est bien sûr de se dire que la question biologique, la biodiversité, la question agricole, alimentaire et la question urbaine doivent trouver des terrains d'entente et ne pas se rejeter l'une l'autre. La question de l'autosuffisance, elle se pose par rapport à l'approvisionnement, à l'énergie, à l'alimentation aussi, mais aussi à d'autres sujets, on n'aura peut-être pas le temps d'aborder ça, mais comme l'assainissement de l'eau, et c'est un sujet crucial pour ce genre de territoire. Et enfin, la question de la mobilité, de l'accessibilité, qui nous pousse forcément à sortir de nos référentiels habituels, parce qu'on n'est pas dans un cas de centre-ville très dense et très bien équipé en mobilité, mais on est dans des situations qui nous poussent à inventer d'autres façons de rendre accessible l'ensemble du territoire. Je vais très vite, je suis désolé, mais bon, c'est pour vous donner aussi la méthode. Donc, je vous donne un panorama global de tout ce qu'on a traité, et puis après, il y aura peut-être des questions. Bien sûr, pour aussi doter en résilience ce territoire, il fallait qu'on fasse appel au génie biologique et au génie végétal, et tous les mécanismes de retard, enfin d'accompagnement de l'érosion ou d'atténuation des phénomènes d'érosion, qu'ils soient liés au lard ou qu'ils soient liés à la houle cyclonique, par exemple. Ça s'est fait par la mise en place, ou le début de mise en place, de systèmes végétaux, sols, plantes, qui nous permettent de retarder tout ça, et aussi de créer de nouveaux espaces publics pour rendre habitable ce territoire. Avec des schémas qui sont des premiers schémas qui vous montrent aussi, par rapport au bourg historique que l'on rencontre vraiment sur le littoral, à quel point on est obligé maintenant, en regard de l'insécurité relative sur le littoral, de gagner les mornes, la hauteur, pour trouver de nouvelles façons d'habiter. Je vous parlais tout à l'heure de cette vision un peu stratégique, fondamentale, qu'on continue à faire vivre et à enrichir et à confronter à la connaissance toujours plus fine des nouvelles conditions sur ce territoire. Et en même temps, on a mis en place des projets qui sont des projets pilotes, anticipateurs de ce que va devenir le bourg. Le premier d'entre eux, ça a été l'école. Monsieur le maire, vous en avez parlé rapidement. Donc cette école qui est aussi un refuge d'hébergement d'urgence en cas de catastrophe naturelle. C'est un projet dont la programmation et la qualification des espaces et le programme donc, a été coécrit avec l'équipe enseignante et les enfants.
Et c'est un projet qu'on a installé finalement dans un des quartiers d'habitat social assez massif qui était venu dans les années 2000 se raccorder au bourg sans réelle cohésion entre le centre-bourg historique et ce quartier. Et donc cette école a été l'occasion de penser aussi à l'échelle du bourg du Prêcheur, à la fois un nouveau lieu commun, partagé, une nouvelle boussole, un nouveau repère dans cette réforme totale du bourg, et en même temps un projet de renouvellement urbain sur un quartier qui a été conçu sans vraiment d'espace public à l'époque. Donc c'est un projet complexe aussi. Encore une fois, l'architecte n'est pas que dans le bâtiment. L'architecte s'était associé à un paysagiste dans ce projet-là, dans le règlement de consultation, pour dire que c'est un projet qui touchait aussi l'ensemble de la réforme des espaces publics. C'est les schémas que vous voyez ici. En se disant, l'arrivée d'un nouvel équipement, c'est aussi une contrainte pour les habitants, mais ça doit apporter une plus-value en termes d'usage et de qualité. Donc voilà, et je vous montre très rapidement le projet lauréat de cette école, qui est des architectes Tectone, associé à un autre architecte dont j'ai oublié le nom, et dont le jury a eu lieu en juin 2023, il y a quelques mois. Donc voilà, on a un équipement assez complexe en fait dans son fonctionnement, extrêmement agile dans sa programmation, qui peut se transformer très rapidement en un équipement d'hébergement d'urgence. Et donc tous les locaux sont pensés comme ça de manière réversible pour pouvoir répondre à ce besoin d'accueil d'urgence en cas de besoin. L'autre volet des projets expérimentaux, ça a été la question du logement, et c'était les prototypes que vous abordiez aussi, monsieur le maire. L'idée est de se dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en place de nouvelles formes de logement aux prêcheurs, pas que social d'ailleurs, à la fois en termes de typologie d'habitabilité, mais aussi en termes de filières bio et géosourcées, relocalisées à l'échelle antillaise et a fortiori à l'échelle martiniquaise. Donc, grand défi aussi sur ce projet. On a commencé par faire un diagnostic et un recensement très précis à l'invitation des habitants sur leur logement actuel. Là, vous avez un extrait de 2 des logements où on a été invité par les habitants à venir, parfois y habiter un petit peu, à comprendre comment ils étaient construits, comment ils avaient été transformés dans le temps. Et à partir de ce travail d'analyse qu'on a fait aussi avec des socio-anthropologues pour comprendre toutes les valeurs et toutes les représentations associées au logement, on a mis au point un cahier des charges. On a créé des typologies et on a traduit ça en cahier des charges pour amener vers la réalisation de nouveaux logements qui s'inspiraient de cette façon de vivre locale et pas tellement réplicable. 4 prototypes ont émergé de ce concours d'idées, donc 4 lauréats qui chacun ciblent une filière particulière. La première sur les murs de pierre confinés, donc c'est des sortes de gabions qui vont utiliser la pierre des lares, donc on transforme le risque comme matière première de la reconstruction du bourg. Un deuxième projet qui est plutôt ciblé sur la terre crue et sur le bois local massif en ossature. Un troisième prototype qui lui travaille sur une vision modulaire avec des assemblages parasismiques d'origine japonaise adaptés à la réglementation française. Et un dernier qui utilise la filière bambou pour mettre au point de nouvelles typologies. Chacun de ces projets, c'est un logement qui va être réalisé. On a les permis de construire, donc le chantier devrait commencer courant 2024. Et on a 4 familles qui vont rentrer et on va faire une vraie évaluation à la fois en termes d'adaptation, enfin de qualité des typologies qu'on a mis en place et d'adaptation aux besoins des habitants. Et en même temps, on va apprendre sur chacune de ces filières qu'on va essayer ensuite de faire monter en puissance pour pouvoir généraliser ces modes de construire à l'échelle de l'île. Et je termine cette présentation par une visualisation de la première tranche opérationnelle du quartier qui en fait concerne l'ensemble de ce morne. Donc c'est à peu près 350 logements sur ce quartier-là, avec une tranche prioritaire de 100 logements. Et c'est un quartier qui est conçu pour faire la synthèse de tout ce que je vous raconte depuis le début sur la question d'abord du vivant, à la fois sur la production agricole et sur la qualité biologique du site, sur le fonctionnement hydraulique. Donc c'est ce maillage-là d'espaces ouverts et naturels et agricoles, jardinés, qui crée réellement l'armature des nouveaux quartiers, sur des logiques d'accessibilité qui sont très complexes vu la topographie et qui sont la seule réponse réelle qu'on peut faire en termes de mobilité sur ce territoire. Vous voyez là quelques coupes qui vous montrent quand même la complexité topographique pour accéder à ces quartiers. Vous voyez aussi l'importance de cette reconstruction par rapport au bourg. Et ça donne ce plan guide-là, enfin ce plan de secteur qui intègre le plan guide beaucoup plus large, comme vous l'avez compris, qui permet de guider ces premières tranches opérationnelles selon des phases comme ça, qui sont à chaque fois négociées avec les agriculteurs. Et on retourne en décembre, monsieur le maire, au prêcheur pour revenir discuter ça vraiment à la parcelle avec chacun des agriculteurs pour savoir où intervenir en priorité et où temporiser l'action.
Voilà, je termine par ces quelques vues de ces futurs quartiers pour que vous ayez aussi une idée. Vous avez la montagne Pelée en arrière-plan ici. Donc c'est l'ensemble de ces quartiers-là qui vont venir restructurer ce Morne avec au cœur de ce dispositif un grand espace ouvert naturel, cette ravine qui est parcourue d'une multitude de cheminements, de passerelles, qui essaie de tresser comme ça les communications les plus rapides, les plus confortables, y compris pour les personnes les plus âgées, entre les différents quartiers du bourg. Voilà, et quelques vues d'ambiance de ce projet. Je vous remercie. Merci Antoine pour ta présentation condensée mais claire. Alors il y a des éléments que je souhaiterais mettre en avant, notamment ce projet de refondation vis-à-vis du risque implique également une démarche de relocalisation d'une partie de la population. Et à travers les différentes présentations auxquelles j'ai pu assister, moi j'ai été très attentif à la démarche et à la volonté que ce projet soit co-construit avec la population et qu'il soit désirable. L'idée qu'une relocalisation, ça ne s'impose pas. Et donc moi j'aimerais bien que vous nous parliez, monsieur le maire, de cette interaction avec la population, cette démarche de consultation, de concertation, et que vous nous parliez un petit peu de comment la population du prêcheur s'approprie ce projet, la perception qu'elle en a et toute la démarche de co-construction. Vous comprenez bien que pour déplacer les gens de là où ils habitaient pour les mettre ailleurs, ça n'a pas été une mince affaire. Donc on a dû composer avec la population, faire plusieurs réunions, notamment donc, avec les architectes, avec des sociologues, avec des ethnologues, avec des démographes, donc pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc les gens ont quand même compris qu'il en va justement de leur sécurité à force justement donc, de leur parler effectivement que si en 63 ans on a perdu autant de mètres carrés de plage, de mètres de plage finalement, c'est qu'à un moment donné finalement ils ne pourront pas habiter le bord de mer. Et donc ils ont bien compris la nécessité effectivement d'aller habiter ailleurs. Mais tout en respectant effectivement le mode de vie finalement qu'ils ont justement jusqu'à maintenant au bord de mer. Donc on ne va pas effectivement donc, par un coup de baguette magique finalement, on ne l'a pas imposé, on ne leur a pas imposé. Ils ont adhéré au projet, ils ont co-construit le projet. Et donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous sommes là où nous en sommes et que le projet il avance petit à petit, mais il avance. Voilà. Tu veux rajouter un mot là-dessus ? Simplement peut-être pour dire que, là j'ai présenté tout ce qu'on avait réussi à faire et il y a énormément de choses qu'on ne sait pas encore très bien faire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quels sont les mécanismes qui vont nous permettre de réellement mettre en place ce relogement pour l'ensemble des préchotins en fonction de leur profil socio-économique, de fait s'ils ont ou non le titre de propriété sur leur logement. Donc on est vraiment à mi-chemin de ce projet où d'un point de vue de réorganisation, de coproduction et de construction partagée du projet, on a avancé, on a une vision commune, on a des premiers équipements publics qui vont arriver. Mais on a encore énormément à faire pour réellement réussir à enclencher à la juste mesure et au bon rythme la transformation nécessaire par rapport aux conséquences du changement climatique qui, certaines années, sont assez violentes. Donc c'est à la fois très enthousiasmant et aussi un très grand défi qui reste très ouvert pour nous tous, je crois. Je dis juste que je ne veux pas laisser l'impression que tout est parfait, qu'on sait tout faire et que tout est réglé parce qu'il y a plus d'incertitude qu'autre chose. Et si je pouvais juste conclure aussi sur autre chose, là je vous ai présenté comment est-ce qu'on allait construire de nouveaux quartiers et trouver une nouvelle façon d'habiter dans ce territoire. Mais la contrepartie de ce projet sur lequel on travaille actuellement, mais c'est en cours, c'est de se dire comment est-ce qu'on accompagne un littoral qui se déséquipe et qui se déconstruit petit à petit. Et ce projet, c'est à la fois un projet de construction neuve et c'est un projet d'accompagnement de la déconstruction. Et je pense, et c'est pour nous tous architectes, on est sur le stand de l'ordre, mais c'est aussi une question qui m'interpelle beaucoup de me dire notre rôle va être aussi d'accompagner des territoires sur lesquels la présence humaine va devoir s'effacer au profit d'autres quartiers ou d'autres secteurs où la présence humaine va devoir
concilier une façon d'être compatible avec son environnement. Donc c'est vraiment intéressant aussi, et à part égale, pour ce volet d'accompagnement de la disparition relative sur une partie du territoire. Ce que j'ajouterais sur l'expérimentation, le programme du prêcheur, je pense que j'ai tendance à penser que la méthode, l'approche a valeur d'exemple. Après, je pense que toutes les collectivités peut-être se reconnaissent partiellement dans certaines problématiques, dans certains problèmes qui se manifestent sur leur territoire, peut-être pas tous, mais je pense que c'est la démarche qui a valeur d'exemple, pas forcément les réponses. Et c'est ce qu'il faut retenir, et de l'importance d'analyser, d'avoir un bon diagnostic sur les problématiques qui se portent sur des territoires, et avoir conscience que derrière, la réponse qui est apportée aux prêcheurs, ce ne sera pas la même qui sera apportée à Bellefontaine, par exemple, etc. Parce que chaque site a ses spécificités, et puis il y a aussi dans la démarche de la prise en compte de la population, parce que on a beau imaginer les plus beaux projets du monde dont nous avons la conviction que ce qu'il faut faire, si derrière ça n'emporte pas l'adhésion de la population, c'est en fait concrètement les opérations d'architecture d'urbanisme, c'est l'appropriation derrière des utilisateurs qui en font ou pas un succès. Et donc de l'importance que ces usagers, les citoyens, soient au cœur de cette construction de ces projets qui sont des témoignages du vivre ensemble. Donc à ce stade, je ne sais pas s'il y a des questions particulières, il y a des gens qui veulent réagir sur des sujets. Oui. Merci. On voit que ce projet qu'on cite assez régulièrement illustre assez bien notre programme Un maire, un architecte. Et la question qu'on vous pose à tous les deux, monsieur l'élu et monsieur l'architecte, c'est quel est l'apport ou le bénéfice d'un travail sur un temps long, aussi long que celui-ci, c'est-à-dire plusieurs années de collaboration entre un maire ou une équipe municipale et un architecte qui est constant à la fois dans ses démarches et à la fois qui connaît l'historique du dossier. C'est-à-dire que ce n'est pas courant de voir une relation aussi longue dans la mise en place d'un projet. Et on sait que celui-ci est relativement long. Donc voilà, on voulait vous entendre sur quel est le rapport que vous avez acquis tous les deux à force de vous voir depuis toutes ces années et quel est le bénéfice que vous en tirez collectivement. Pour moi qui a pris le relais justement de l'ancien maire, je suis dans la continuité justement de cette démarche-là. Et donc je constate que c'est une richesse mutuelle entre justement Antoine Petitjean, qui est le coordonnateur du projet, et la municipalité. C'est un secours fondamental pour nous, aux prêcheurs. Donc, nous ne sommes pas la collectivité seule à porter ce projet, puisqu'on est en comaîtrise d'ouvrage avec l'agence des 54 pas géométriques, qui est d'ailleurs notre mandataire. Et ce trio-là, il travaille en symbiose. Et donc là, on a justement, on tire le maximum finalement de positivité dans ce projet-là. Voilà. Oui, non, merci beaucoup. Mais effectivement, on ne sait pas travailler autrement qu'avec du temps et avec de la confiance. Donc si on a les deux, on sait faire les choses. Et en plus, aux prêcheurs, on est souvent ensemble dans les champs avec les agriculteurs à essayer de borner les parcelles qui sont en conflit par rapport au projet. Je veux dire, ça, on ne le fait pas si on est là sur juste une mission flash qui est sur quelques mois et qu'on n'a pas la confiance aussi de se dire les choses en face. Donc c'est absolument crucial. Et c'est une vraie question qui se pose. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à être sur le long terme sans non plus toujours se reposer sur ses lauriers? C'est une question, mais nous, on est toujours très très heureux d'avoir cette capacité à connaître les gens. C'est ce que je dis souvent. Je connais presque plus le prêcheur que mes voisins hein, maintenant. Il y a deux autres sujets que j'aimerais mettre en lumière dans la démarche et la préoccupation de déploiement de la résilience. Tu as exposé les dispositifs constructifs expérimentaux qui sont pensés et qu'on vise à développer, vous le savez, hein, pour tous ceux qui sont à la Martinique, nous n'avons pas de filière de construction concrètement et fondamentalement biosourcée. Donc il est important dans cette démarche de déploiement de résilience de faire émerger des filières qui nous permettraient de diminuer notre
extrême dépendance aux importations. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a une autre démarche que moi, j'ai trouvée très intéressante, parce que la résilience, c'est beaucoup de sujets. Et moi, j'ai noté qu'au prêcheur, vous avez un plan d'autonomie alimentaire. Et moi, j'aurais aimé que vous développiez un petit peu ce sujet-là également. Nous avons au prêcheur ce qu'on appelle un PAT, un plan alimentaire territorial. Donc, en quoi ça consiste effectivement? On a un conseiller municipal en charge de l'agriculture. Et il a beaucoup fait justement donc, pour la formation des agriculteurs, pour qu'ils puissent justement donc, produire sans pesticides. Et à ce niveau-là, donc, la production agricole va avoir justement une plus-value par rapport à la production brute. Donc ceci va consister donc, à comment dirais-je, apporter justement donc, à transformer les produits agricoles et les produits de la pêche. Donc ça permettrait aussi pour nous d'avoir une autosuffisance alimentaire, c'est ça qui est important pour nous. Parce que aujourd'hui, le pêcheur peut se suffire alimentairement. Donc, si on est en autarcie, là, donc, on peut vivre par rapport à la production agricole, donc on peut vivre. Parce que c'est une terre, comme Antoine Petitjean vous l'a dit, c'est une terre très fertile aux pêcheurs. Donc on peut vivre sans le reste de la Martinique, en poisson et en agriculture. Donc c'est un vaste projet, mais c'est un projet qui justement donc, dont on a déjà accueilli des subventions. Donc on est au point de finaliser cette opération-là pour qu'on puisse rentrer dans l'opérationnel. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je crois comprendre que le temps qui nous était imparti est échu. Donc c'est l'occasion pour moi de vous remercier de votre présence pour faire partager ce projet que je pense qui est important en termes de témoignages et d'expérimentation pour l'ensemble de notre territoire, à la Martinique, mais également ailleurs, en France. Je pense qu'il y a des problématiques qu'on vit ici, qu'on vit aux Antilles, et que peut-être que des territoires hexagonaux seront confrontés aux mêmes problématiques, avec les bouleversements, les changements climatiques, etc. Et puis, merci également pour ta présentation, Antoine, sur cette démarche d'accompagnement, justement, qui est une illustration parfaite du message que veut porter l'Ordre autour du dispositif Un maire, un architecte, de comment des architectes peuvent accompagner les collectivités à apporter des réponses aux problématiques qu'elles rencontrent sur leur territoire. Oui ? Juste un mot pour vous dire que c'est un projet internationalement connu. Il n'y a pas longtemps qu'Antoine a porté ce projet-là en Hollande, je crois. C'est ça ? À Copenhague. À Copenhague. C'est pour vous dire. Merci à tous.